Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Et notre invitée ce matin, c'est Marie-Christine Marguem. Bonjour. Bonjour Monsieur Grosfilet. Députée fédérale Député fédéral pour le mouvement réformateur. On va prolonger ces réacteurs nucléaires ou c'est en train de tourner à l'aigre? Alors écoutez, il faut les prolonger et nous en avons besoin parce que notre sécurité d'approvisionnement, si nous ne les prolongions pas, serait compromise dès 2026. C'était l'IA qui l'a dit, après avoir dit le contraire. Et donc, nous avons besoin non seulement de ces 2 réacteurs sur lesquels le gouvernement et Engie sont en train de négocier, mais également de 3 autres réacteurs supplémentaires. Et sur les 2 réacteurs, dans les négociations actuellement, les choses patinent. L'accord prévoyait que l'on fixe le montant, le plafond des provisions nucléaires le 15 mars et nous sommes le 21 avril. Oui, il y a un accord de principe qui remonte maintenant effectivement au mois de janvier. On a évoqué mars, maintenant on parle du 30 juin. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord le 30 juin pour ces 2 réacteurs, on va commencer par parler de ces 2-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'arriver à une date limite et finalement on ne relancera pas ces réacteurs. Vous avez une crainte de ça ou pas? Le vrai problème, c'est la commande du combustible. Pour faire fonctionner ces machines, évidemment, vous avez besoin de commander l'uranium. C'est évidemment quelque chose qu'on ne trouve pas sur le marché tous les jours. On doit le configurer, ça prend du temps, et donc plus on tarde, plus on se met en danger par rapport à la commande de ce combustible. Et donc, à mon avis, le 30 juin, c'est trop tard. Ça veut dire qu'on pourrait ne pas être en mesure de prolonger ces 2 réacteurs, comme on l'a pourtant décidé au gouvernement fédéral? Si, on les prolongerait, mais avec retard, et donc dans le meilleur des cas. Et malheureusement, on n'aurait pas ces réacteurs à disposition à partir de fin 2025. Il y a péril dans la demeure aujourd'hui ou pas, Marie-Christine Marguem? Oui, il y a péril dans la demeure. Ouais. Oui. Ouais, vous pressez le Premier ministre et la ministre de l'Énergie Je l'ai déjà fait fortement en séance plénière, je le fais régulièrement en commission. Je les presse d'avancer dans ce dossier pour que nous soyons sûrs d'avoir la garantie de cette électricité ça veut dire quoi? après 2025. Ça veut dire qu'ils doivent céder aux demandes d'Engie? Ah non, ça veut dire qu'il faut négocier habilement. Mais écoutez, je vous rappelle quand même que j'ai négocié la prolongation de Doel 1, Doel 2 en 6 mois et que nous avons eu à disposition encore maintenant ces réacteurs après 2015. Ouais, la grosse difficulté, c'est le chiffrage des opérations de démantèlement et de stockage des déchets nucléaires, une fois qu'on aura fermé une partie de nos centrales. Je ne suis pas d'accord, parce que ce chiffre et ces études sont lancées depuis très longtemps. On connaît plus ou moins les chiffres. On parle de plus ou moins 18 milliards, mais certains estiment que ça pourrait être beaucoup plus. Et que c'est pas validé que ce sera 18 milliards et pas plus. Alors, de toute façon, la commission des provisions nucléaires qui est venue à la Chambre nous a expliqué que le coût était de 18 milliards, effectivement. Les négociations peuvent amener un chiffre différent, mais je crois qu'il y a quand même moyen de se mettre d'accord dans un chiffre autour et alentour de ce montant minimum. Ce que veut Engie, c'est de dire, moi je paye un chèque et après je ne suis plus responsable des déchets. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette logique-là ou pas? Alors, je ne suis jamais rentré dans cette logique-là et les gouvernements précédents non plus, parce que nous avions le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire que... Vous dites nous l'avions, ça veut dire qu'on ne l'a plus? Ah oui, on ne l'a plus, puisque si vous faites un chiffre donc plafonné à un moment donné, qui fait l'objet de l'accord, et que des études nouvelles montrent qu'on pourrait faire autrement et que ça coûte plus cher, ce sera à la charge du citoyen belge. Et ça, c'est un gros problème. Oui, ça veut dire qu'on doit refuser ça, ou pas? Ah, écoutez, le gouvernement doit se débrouiller parce qu'ils sont entre... le gouvernement, c'est un peu vous êtes quand même une parlementaire de la majorité, Marie-Christine Marguem. Je ne suis pas au gouvernement et on ne m'a pas demandé de négocier. Je viens de vous expliquer que j'avais négocié en 6 mois et que j'avais évité cet écueil tout en prolongeant des centrales. Aujourd'hui, on est dans un autre cas de figure. L'État va investir pour la prolongation de ces centrales. Il incombe donc à l'État de prendre une charge minimale dans le traitement des déchets qui seront produits par la prolongation de ces 2 centrales. Mais la vérité, c'est que tout ce qui a eu lieu pour le passé doit être vraiment bien calculé pour éviter que le citoyen ait à payer les déchets nucléaires dans le futur. Alors, on vient de parler de 2 réacteurs qu'on va prolonger. Il y a un accord politique là-dessus. Vous dites qu'il en faudrait 3 autres et vous avez même menacé de déposer des textes au Parlement. Enfin, vous avez déposé des textes au Parlement. Et puis, il y a eu finalement un coup de frein sur les textes que vous avez déposés. Vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement pour obtenir ces 2+3 réacteurs? Écoutez, ça n'est pas nécessaire. Nous avons besoin d'un gouvernement pour que les choses continuent à se concrétiser. Mais par contre, faire pression sur lui, c'est ce que je fais. Et mardi prochain, les textes reviennent en commission. Donc nous allons redire que nous voulons qu'ils soient examinés par le Conseil d'État et que nous voulons que le Parlement, si le gouvernement n'y arrive pas,
pas, reprennent la main. Oui, ça veut dire quand même remettre à nouveau la pression sur le gouvernement fédéral, Mais évidemment. ce qui n'est pas habituel de la part d'un ou d'une parlementaire de la majorité. Je suis loin d'être seul. Il y a d'autres textes déposés par le CDNV, le VLD, la NVA, les engagés et Défi. Ça fait quand même pas mal de monde. Mais il y a un accord de gouvernement, théoriquement, on prolonge 2 réacteurs et rien que 2 réacteurs. Oui, mais Elia a dit récemment dans une lettre très officielle que si on n'avait pas une capacité supplémentaire, on aurait des problèmes en 2026 Ça veut dire et que en vous ne désarmez 2027. pas, Marie-Christine Marguem. Je ne désarme jamais. Quitte à créer un petit peu de remous au sein de l'équipe d'Alexander De Croo. Écoutez, les tensions sont parfois des tensions saines et constructives. Le Parlement est dans son rôle. Il doit contrôler l'action du gouvernement et, si nécessaire, faire pression pour que le gouvernement avance dans la bonne direction. Ouais. C'est ce que nous faisons. La question des déchets, j'y reviens. Elle ne vous trouble pas un petit peu? On ne sait pas vraiment ce qu'on va faire de ces déchets. On sait qu'il faut plus ou moins les enfouir, mais on ne sait pas où ni comment. On sait qu'ils vont être toxiques pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Ça vous trouble ou pas? Alors, c'est un problème délicat, mais il y a des solutions internationales qui sont validées, qui sont l'enfouissement en couche géologique profonde. Contrairement à ce que vous dites, il y a des endroits qui sont depuis longtemps perçus comme étant le bon endroit où enfouir ces déchets, afin que ceux-ci ne remontent pas avec leur radioactivité toxique pendant des milliers d'années. Parce que les couches géologiques dans lesquelles on va les insérer permettront de les sauvegarder ou d'éviter donc que l'environnement et l'humanité soient impactés par ces déchets. Mais par contre, il faudrait aussi penser à les recycler. Vous devez savoir que ces déchets peuvent servir dans des surgénérateurs pour faire encore de l'électricité pendant très longtemps. Et ça, la réversibilité de ces solutions doit également être envisagée. Donc, il faut les enfouir, mais il faut que ce soit réversible. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est la solution que vous préconisez. Vous restez une grande partisane du nucléaire. Vous n'avez pas changé d'avis. Non, parce que c'est une électricité qui est produite avec peu de matière, qui est dense, il y en a beaucoup, elle est bon marché et elle est pauvre en CO2. Et en Belgique, sans ressources excessives en vent et en soleil, ni ressources naturelles, nous avons besoin du nucléaire. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de ce gros débat qui agite l'ensemble du monde politique et en particulier la Chambre, le Parlement auquel vous appartenez, sur la pension excessive reçue par certains parlementaires qui ont pu, ces dernières années, dépasser le fameux plafond Weinings en vigueur dans la fonction publique. Comment se fait-il qu'on s'en aperçoit que maintenant ? Écoutez, je crois qu'on mélange tout et qu'il y a des caricatures et voire des mensonges. Premièrement, vous avez une pension, le premier pilier de pension, la pension légale que tout le monde reçoit au moment où il s'arrête de travailler pour l'ensemble d'une carrière. La moyenne d'une carrière parlementaire, c'est 8 ans,2. Donc aucun parlementaire n'atteint la pension complète. Je parle dans le régime légal. Et nous cotisons, nous payons avec nos cotisations sociales un capital, donc qui est le deuxième pilier, qui est une pension extra-légale. Et puis certains ont une ce activité régime professionnelle existe. en plus qui s'additionne. Oui, Bon, voilà. Et ce régime existe dans d'autres professions, comme la vôtre, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle Daniel Baclen, ministre des Pensions, qui a voulu généraliser le recours au second pilier, à la pension extra-légale de ceux qui voulaient cotiser pour, ne l'a pas fait pour les parlementaires, ni pour les journalistes, parce que ce régime existait déjà chez nous. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la pension légale, elle est plafonnée au plafond Weinings. Ouais. Point. Mais il y avait la pension légale au plafond Weinings, plus des pensions complémentaires, plus des pensions qu'on avait pu la pension complémentaire... cotiser ailleurs, et certains étaient au-delà du plafond Weinings. Est-ce que c'est normal d'être au-delà du plafond? Il y a quand même 49 parlementaires à la Chambre qui étaient au-delà du plafond. Oui, mais ça c'est autre chose. Donc la pension, donc le plafond Weinings, donc rabote de toute façon toute autre pension. Mais on doit le garder ce plafond, vous êtes d'accord sur le principe? Ça existe pour tout le monde. Je vous signale que dans tous les autres régimes, donc ça existe. on va se mettre en ordre à la Chambre. On est en ordre. On est en ordre à la Chambre. Voilà. Ceux qui ont perçu plus doivent rembourser ou pas? Alors ça, c'est un autre problème que la Chambre est en train d'étudier. Il faut savoir qui et comment. Parce que vous avez des fonctions spéciales à la Chambre qui font donc, que des indemnités ont été payées sur ce régime-là depuis l'année 89-90. Et donc la Mais est-ce Chambre... que vous comprenez, Marie-Christine Marguem, que ça puisse choquer une partie de l'opinion publique? Oui, je comprends. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre est en train d'étudier ce dossier et de voir comment on peut faire en sorte que, pour l'avenir, puisque vous ne pouvez pas rétroagir, évidemment, avec une règle, vous ne pouvez pas bouleverser un régime antérieur, mais pour l'avenir, les choses soient régularisées. Merci. Mais seulement pour ces fonctions-là. Merci Marie-Christine Marguet, merci d'avoir été notre invitée, donc députée à la Chambre.